Alors, d'abord, je remercie les organisateurs, organisatrices quand même. Je crois que c'est une très belle rencontre. Je pense que ce moment est important. Je pense qu'il permet de marquer quand même des intérêts, une évolution, plein de projets. Donc, je les remercie de nous réunir. Je serai court. On a beaucoup parlé de temps, de retard, etc. Mon intervention sera brève, je vous le dis tout de suite, ce qui permettra peut-être de discuter davantage. Donc tout de suite, ça peut peut-être vous relaxer, donc permettre de dire que... Voilà, alors j'ai changé le titre pour le suivant. Petit exercice d'observation de l'enseignement de la création littéraire. Profitant de l'occasion qui m'est offerte de réfléchir sur certains enjeux de l'enseignement de la création littéraire en milieu universitaire, j'aimerais vous faire part de ces quelques réflexions, certes un peu décousues, mais désireuses de nourrir nos discussions. Je constate souvent, lorsqu'il est question de création à l'université, que cela suscite des oppositions binaires, ou du moins des catégorisations qui polarisent la discussion et l'enferment parfois dans des schèmes qu'on n'ose pas nommer. J'aimerais me pencher ici sur quelques-unes de ces oppositions. Alors mon but n'est pas de reconduire ces oppositions ou d'incarner un des deux camps, etc., mais simplement de nommer certaines choses sur lesquelles on se fonde dans nos discussions, dans nos manières de percevoir l'enseignement de la création à l'université, mais qu'on ne nomme pas toujours. Petit exercice de lucidité, peut-être. Opposition numéro 1, qui va de soi, compte tenu de ce colloque, donc école d'art versus université. Là, je ne vais que marcher sur des œufs tout au long de ma brève présentation, mais j'y vais. De manière générale, l'école d'art se distingue de l'université par sa mission, qui est de transmettre les techniques propres à l'exercice d'une discipline artistique et de former de futurs artistes et praticiens. Traditionnellement, l'école d'art s'appuie sur un savoir-faire, sur une connaissance pratique et sur la production, trois composantes de la formation qui sont mises en application dans les ateliers et les classes. Quant à elle, l'université se caractérise depuis longtemps comme un lieu où les savoirs sont concentrés autour des sciences et des humanités, devenues par la suite des sciences humaines. De plus, elle accorde différents diplômes selon le niveau d'études, ce qui n'est pas toujours le cas dans une école d'art qui offre habituellement un seul niveau de formation. Bon, là, il peut y avoir des distinctions évidemment entre vos structures, nos structures. Là. Je ne vais pas entrer dans la cuisine de ça, mais... L'opposition entre ces deux types d'institutions découle souvent de la nature du savoir qui y est enseigné et de la valeur accordée à ce savoir. Un savoir pratique fondé sur une connaissance et une expérience concrète ne reçoit pas la même attention par rapport à un savoir historique, critique, théorique, scientifique, etc. La première incarne généralement une connaissance empirique qui ne s'articule pas obligatoirement avec les mêmes approches et les mêmes méthodes. La seconde se fonde davantage sur la raison, la logique, l'érudition et l'analyse pour valoriser un autre type de savoir. Au Québec, l'enseignement des arts s'est brièvement concentré dans quelques écoles d'art, donc de petites remarques historiques, donc comme l'école des beaux-arts qui a été fondée à Montréal en 1922, ou encore le conservatoire de musique fondé en 1942. Lorsque je parle d'école d'art ici, j'inclus tous les arts, juste pour que vous sachiez. Donc, au cours des années 60, la société québécoise a connu une importante période de modernisation, au cours de laquelle ont été profondément transformées les structures d'enseignement. Ce mouvement a eu notamment pour effet d'intégrer les disciplines artistiques à l'intérieur des structures universitaires et de modifier le paysage de l'enseignement des arts au Québec. Donc certaines écoles se sont fusionnées à des universités et certaines autres écoles sont restées comme elles étaient et d'autres sont nées aussi. Donc ça a redéployé le paysage. Mais il est quand même important de noter que les beaux-arts, tout ce qui est art visuel, a été fusionné avec les universités. Il n'y a plus d'école de beaux-arts au Québec, mais tout se fait à l'intérieur de l'université, contrairement à la musique ou au théâtre, qui ont encore des écoles autonomes.
Donc il n'en demeure pas moins que ce n'est pas parce que les arts sont enseignés à l'université que leur intégration s'est faite sans heurts. Je dirais que l'opposition entre la production artistique et la connaissance scientifique a soulevé périodiquement des débats et des discussions et continue d'en soulever encore aujourd'hui. Opposition numéro 2. Artiste versus professeur. Une autre opposition persistante est celle entre la figure de l'artiste et celle du professeur. Les principales distinctions qui perdurent encore dans les esprits ont trait, me semble-t-il, aux 6 éléments suivants. Je les nomme, mais on pourrait bien sûr en discuter plus tard. Premier élément, la nature de l'expérience vécue au sein de sa discipline. Une expérience de création ne correspond pas à une expérience de recherche. C'est un lieu commun, je dirais, mais ça demeure important de nommer cette distinction de la nature de l'expérience qui est vécue au sein de sa discipline. Deuxièmement, la nature du savoir acquis et transmis. Savoir, évidemment, encyclopédique n'est pas du tout de même nature qu'un savoir acquis par la pratique de la peinture ou du ballet, etc. Troisième élément, le degré d'intuition accordé aux aspects subjectifs et esthétiques. Alors, je vous dirais, j'ai été le premier surpris à utiliser le mot intuition. Je ne peux pas dire que c'est quelque chose sur lequel je me penche régulièrement, mais en réfléchissant à des éléments comme ça qui pouvaient contribuer à certains fondements, il m'est apparu que la question de l'intuition ressurgissait fréquemment. Donc, j'en ai fait un point. Quatrièmement, la mesure des démarches et des objets. Donc, par mesure, bon, j'aime bien ce terme. Évidemment, on pense immédiatement à la question de l'évaluation. Où est Anne-Marie? Je ne sais pas. Voilà. Mais mesurer aussi dans un sens plus large, ce qui m'apparaît important sur plusieurs plans. Cinquièmement, le degré d'adhésion aux critères objectifs. Je dirais là, évidemment, on pense aux questions de méthodologie, mais c'est à la fois la question des apports objectifs, scientifiques, vérifiés, validés, mais aussi la question de l'adhésion à ces critères qui m'apparaît important aussi comme individu, c'est-à-dire quelle est la distance, qu'elle soit critique ou méthodologique, que l'on a avec ces éléments-là. Chose qui m'apparaît importante. Et dernier élément, donc la manière de concevoir les relations qui régissent les institutions. Donc un rapport, comment on s'inscrit dans une institution, je pense qu'il y a aussi des distinctions entre artistes et professeurs. Opposition numéro 3, artiste et pédagogue. Bien qu'elle ne soit aucunement incompatible, la figure de l'artiste et celle du pédagogue constituent une opposition persistante dans les milieux de l'enseignement. À cet égard, je dois mentionner qu'au Québec, les départements de pédagogie et ceux de littérature ont connu et connaissent périodiquement des tensions qui ont porté sur la prétention des uns et des autres à former les enseignants en littérature. En ce sens, les spécialistes de la pédagogie s'opposent souvent aux spécialistes disciplinaires, valorisant les vertus d'une méthode centrée entre autres sur les compétences, les acquisitions et les évaluations, c'est-à-dire principalement des éléments objectifs et mesurables, par rapport à une approche guidée par l'exploration des textes et la possibilité de les interpréter. Deux éléments me semblent opposer les artistes et les écrivains qui enseignent, les artistes et écrivains qui enseignent et les pédagogues de la créativité. Premièrement, la nature de l'expérience transmise, donc je reviens à cet élément, donc guidée chez les uns par une visée artistique ou esthétique qui place l'objet de création au cœur de la démarche pédagogique, chez les autres par une visée didactique qui se concentre sur l'acquisition d'aptitudes ou d'habiletés, faisant souvent l'objet de création, un moyen parmi d'autres pour acquérir ces aptitudes ou ces habiletés. Deuxième élément, la méthodologie, qui chez les artistes se fonde d'abord sur un savoir-faire acquis au fil des ans et une expérience de la création. Chez les pédagogues, la méthodologie s'appuie d'abord sur des connaissances objectives et scientifiques visant les modalités d'apprentissage. Quelle que soit la figure, chacune d'entre elles incarne un univers différent et il m'apparaît essentiel de nommer la nature de cet univers dans le contexte d'un enseignement universitaire qui s'appuie à des degrés divers sur la création.
Opposition numéro 4, création versus créativité. Le mot création, utilisé dès 1220, a d'abord été utilisé pour nommer la création divine, mais il a ensuite désigné l'action d'établir une chose pour la première fois. Dans le domaine des arts, il prend le sens qu'on lui connaît aujourd'hui, c'est-à-dire action de créer ou encore œuvre créée, dès le début du XIXe siècle. Le terme créativité, attesté en français en 1946, est dérivé de son équivalent de langue anglaise, creativity, qui est apparu dans la sphère de la sociopsychologie. Ainsi, le terme désigne davantage une aptitude, une capacité à inventer, et je rajouterais quelle que soit la nature de la démarche ou encore de l'objet inventé. C'est pourquoi on peut faire preuve de créativité pour inventer un personnage, mais aussi pour faire la cuisine. À cet égard, il est important de constater que le syntagme creative writing désigne chez les anglophones l'écriture de fiction, ou du moins l'écriture qui accorde une place prépondérante à l'imagination, tout en incluant, à divers degrés sémantiques, si on peut dire, la dimension psychologique dont je viens de parler. Au Québec, c'est l'expression création littéraire qui est employée pour désigner cette discipline telle qu'elle est enseignée à l'université. En pratique, l'expression écriture créative n'est à peu près jamais employée chez nous pour traiter de la création littéraire. On la retrouve principalement dans les milieux pédagogiques ou publicitaires qui veulent mettre ainsi davantage l'accent sur le dynamisme ou encore la capacité d'utiliser son imagination de manière inventive. Dernière opposition, opposition numéro 5, recherche versus recherche-création. L'université a toujours été associée à la recherche, qu'elle se déroule en sciences ou en histoire. Cette activité incarne bien sûr la découverte, le progrès, l'avancement de la connaissance, l'idée de rigueur. La recherche valorise et soutient un certain rapport à l'objectivité et à la mesure pour instaurer un rapport avec les objets de connaissance sur lesquels nous fondons toutes et tous, tant sur le plan collectif qu'individuel, notre rapport au monde. L'évolution du monde de la recherche universitaire nous a montré depuis longtemps l'apport de l'imagination et de l'intuition, par exemple. En revanche, de tels éléments sont toujours circonscrits à l'intérieur d'un périmètre dit objectivisé. Étant donné que l'université demeure un lieu de recherche et que les arts s'enseignent notamment à l'université, il s'est développé depuis les années 80 au Québec, donc un champ singulier, que j'ai déjà eu l'occasion de présenter à certains d'entre vous, donc que l'on nomme la recherche-création. Je rappelle que cette dénomination désigne un champ d'exploration qui vise à renouveler les connaissances et les savoir-faire en entrelaçant la recherche et la création pour interroger et créer des approches, des objets ou des œuvres qui font appel à la création, et ce dans toutes les disciplines artistiques, de la danse, du design, théâtre, art médiatique, art visuel, architecture, cinéma et bien sûr littérature. Il existe au Québec et au Canada des possibilités d'obtenir des financements institutionnels qui soutiennent ces travaux menés par des chercheurs créateurs, c'est-à-dire des artistes qui ont un statut de professeur à l'université. En cela, la recherche-création se distingue des aides à la création qui sont offertes individuellement aux artistes, car elles poursuivent des objectifs précis qui tiennent compte notamment du cadre d'enseignement dans lequel elles se déroulent. Parmi eux, on trouve les 4 objectifs suivants, donc qui sont tirés d'un organisme qui donne des aides financières pour des projets. Donc le premier, favoriser une plus grande intégration des chercheurs créateurs universitaires dans les missions de recherche et de formation. 2. Contribuer à la formation, à la recherche-création des étudiants de tous les cycles, améliorer la qualité de leur encadrement, particulièrement pour les étudiants inscrits au 2e et 3e cycle. Troisièmement, maximiser les retombées théoriques, enseignement et recherche, et les retombées pratiques, application et innovation. Et dernier objectif, faciliter la diffusion et la présentation d'œuvres, obtenant un rayonnement et une reconnaissance pour leur originalité et pour leur qualité. Ces objectifs encouragent grandement la transmission, l'innovation et la constitution de milieux d'échange dans le but
d'insuffler un dynamisme et d'enrichir l'enseignement de la création. Par ailleurs, le développement de la recherche-création a un effet structurant sur les ateliers et les séminaires, assurant ainsi un renouvellement des approches afin d'empêcher, entre autres, que l'enseignement se cristallise dans une vision scolaire ou académique. Ce type de recherche se distingue d'une recherche esthétique qui serait menée en solitaire par des artistes dans leur atelier ou des écrivains dans leur bureau, dans la mesure où il est nécessaire d'établir une méthodologie propre à ce type de recherche et d'y intégrer l'enseignement et la participation des étudiants. Alors, pour conclure, je vous ai promis une intervention brève. Dans le cadre de notre rencontre, je crois que pour examiner certains enjeux sociaux de l'enseignement de la création littéraire dans les universités, il apparaît important de porter à la discussion, de manière plus circonscrite, les effets de la présence des artistes et des écrivains dans les universités et dans les écoles d'art, afin d'observer d'abord les éléments d'une relation singulière qui comporte des points de rencontre, mais aussi de distorsion. Voilà, je vous remercie.